Si tu aimes les frissons, tu es sur la bonne chaîne YouTube parce que je vais pas faire une intro extravagante. Je veux vraiment qu'on aille droit au but, comme dirait l'OM. Donc on va vite enchaîner les histoires qui font peur. Donc mets-toi en condition. Le mieux, c'est d'écouter ça vers 22h quand il commence vraiment à faire noir et quand tu es dans ton lit prêt à t'endormir. Et c'est parti du coup pour ma première histoire. C'est une histoire qui s'est passée dans mon école d'infirmière. Bon, tu ne le sais sûrement pas, mais j'ai fait des études d'infirmière en Belgique. Et quand tu fais ce genre d'études, tu as un nombre d'heures de stage à valider dans différents services pour valider certaines compétences, que ce soit en chirurgie, en maison de repos, et aussi du coup en psychiatrie. Accroche-toi bien à ton siège, car j'ai encore une montée d'angoisse quand j'y repense à cette histoire. Et mon stage en psychiatrie, du coup, va bientôt commencer. Et quand tu fais donc tes études en Belgique, tu peux être envoyé partout dans le pays. Sauf qu'habitant à Lille, ça peut faire beaucoup de route en une seule journée. Il faut donc espérer que le lieu du stage te loue une chambre proche de ton futur lieu de travail. Bref, une chose est sûre, il y a un endroit où je ne veux pas être affectée. Là où il s'est passé un drame terrible il y a quelques années. Alors nous sommes en 2013 et Carla, une future infirmière venant aussi de Lille, oui, c'est un peu chelou, a trouvé son stage dans un hôpital psychiatrique belge. Coup de chance, elle a réussi à obtenir une chambre dans une résidence étudiante qu'on appelle en Belgique des côtes, à moins de 500 mètres de son lieu de travail. Elle est ravie. Elle sait que ce métier est fait pour elle et elle a juste hâte de commencer. Sa première semaine se passe très bien. C'est une élève studieuse, souriante, à l'écoute et elle a été attribuée dans une unité psychiatrique où certains patients peuvent sortir la journée mais doivent réintégrer l'hôpital le soir même. Et les semaines se passent et finalement Carla, elle est un peu déçue. Elle a l'impression de faire la nounou sans vraiment apprendre grand chose. Mais bon, c'est pas grave, elle va bientôt valider son stage pour être diplômée, donc elle tient bon. Et même si ce n'est pas le stage de l'année, elle crée des liens avec les infirmiers de son lieu de travail et ça, c'est juste extra pour elle. Elle partage des repas avec eux, discute du métier, des patients et elle adore ça. Et vraiment, elle sait que cette voie est faite pour elle, elle n'en a aucun doute. Et dans son quotidien, elle arrive aussi à nouer de vrais liens avec certains patients. C'est par exemple le cas de Fabrice, qui est à l'hôpital depuis maintenant 5 ans. Il a des moments de lucidité qui lui permettent de discuter facilement. Il aime beaucoup Clara. Il la complimente à peu près 56 fois par jour et il a clairement un petit crush, mais il reste gentil et ne dépasse jamais les bornes. Et là, vous sentez quand même que l'histoire va basculer un peu là. Non? L'hôpital psy, les patients chelous, sa chambre d'étudiante, ça sent un peu moisi tout ça. Mais bon, pas de spoil, on continue. On est jeudi matin et Carla a pris son après-midi pour se reposer. Ça tombe bien car elle est sur les rotules. Elle ne rêve que d'une chose, s'écrouler comme une masse sur son lit et ne plus bouger. Elle part donc de l'hôpital sans se changer, la flemme, elle le fera chez elle. Et sur le chemin, elle dit bonjour à Fabrice qui se balade. Oui, il a le droit de marcher seul autour de l'hôpital car il n'est pas considéré comme dangereux pour autrui. Et c'est bizarre, car il ne répond pas à son bonjour, mais il la fixe. Il la regarde ouvrir la porte de sa chambre. Et oui, son logement donne directement sur les jardins de l'hôpital. Et elle n'aime pas ça, mais bon, ça s'est toujours bien passé avec lui, donc pourquoi s'inquiéter? Et inutile de vous dire qu'en moins de 30 secondes, Carla est déjà en train de rêver en faisant l'étoile de mer sur son matelas. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que quelques jours plus tard, elle va vivre une chose effroyable. Il ne reste plus que 3 semaines à Carla pour terminer son stage. Elle y est presque. Et elle a hâte de revenir sur l'île, revoir sa famille et ses amis. Et comme tous les jours, elle quitte l'hôpital et rentre chez elle. Tiens, c'est bizarre, sa fenêtre est à moitié ouverte. Bon, c'est pas une chambre de grande qualité, donc elle ne s'inquiète pas plus que ça. Elle ouvre la porte, referme derrière elle, fait quelques pas en direction de sa salle de bain et soudain, elle se retrouve face à face avec Fabrice. Et elle pousse un cri. Il lui dit « Chut Carla, j'ai un couteau » et il lui montre son arme. Ça ressemble à une lame faite manuellement en collant plein de petits objets pointus. Il a dû y passer du temps. Et elle essaie de le raisonner, de le calmer, mais il a un regard qu'elle n'a encore jamais vu. Ses yeux sont vides, il n'y a aucune émotion sur son visage et elle décide de se rapprocher de la porte d'entrée pour s'enfuir. Mais Fabrice s'en rend compte et lui saute dessus. Et il lui plante le couteau dans sa poitrine, puis un deuxième, puis un troisième jusqu'à lui infliger 8. Et il est assis sur Carla, le regard toujours totalement vide. Elle se met à suffoquer, elle baigne dans son sang. Ses yeux, grands ouverts, sont remplis de peur et son corps est encore tremblant. Fabrice met alors son couteau dans sa poche et repart en fermant la porte. Et il se met
à marcher tranquillement. Il ira se coucher comme si de rien n'était. Et le lendemain, 2 amis de Carla la découvrent morte dans sa chambre. C'était trop tard. Grâce aux caméras, la police n'a pas eu de difficulté à retrouver le coupable. Et Fabrice a avoué tout de suite son crime. Il disait l'avoir fait par amour. Maintenant, j'espère que tu comprends pourquoi j'étais flippée de savoir que j'allais peut-être aller là-bas. Mais j'ai été envoyée ailleurs. Et ce n'est pas forcément mieux, mais je te raconterai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Dis-moi d'ailleurs, que penses-tu des hôpitaux psychiatriques? Pour toi, c'est quelque chose d'assez flippant? Ou au contraire, t'as l'habitude, ça ne te choque pas forcément plus que ça? Dis-moi en commentaire. Après t'avoir parlé d'hôpital psychiatrique, maintenant on va parler cinéma. Alors pour cette fois, je te raconte une histoire perso. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis cette expérience, je déteste les parkings. Donc, on est en 2014, plus précisément en été 2014. Il y avait Florent, mon copain, et 2 autres amis. Il faisait tellement chaud que la priorité, c'était de trouver de la fraîcheur. Et je te pose la question, c'est quoi la solution miracle quand il fait trop chaud dehors ? Alors, si tu me dis les magasins, c'est pas mal, mais le souci, c'est que t'as envie de dépenser beaucoup d'argent. Alors, la meilleure solution, c'est le cinéma. Plus de 2 heures au frais, ça fait rêver. Et en plus, un nouveau film d'horreur venait de sortir au ciné. Il nous donnait très envie. Vu qu'on s'y prenait un peu à la dernière minute, on a donc réservé la dernière séance. Et le film, c'était Mr. Babadook. On commence donc par un petit fast-food pour se détendre et avaler un max de friture. Et oui, on était des ventes sur pattes à l'époque, même si on l'est toujours un petit peu. Et il est temps d'aller au ciné. On arrive au parking, pas de soucis au niveau des places, c'est un peu un des plus grands cinémas d'Europe, donc les parkings sont immenses. Nous, on a l'habitude de se mettre sur le parking qui se trouve derrière ce fameux cinéma. C'est le parking le moins lumineux, le moins sécurisé, mais il a un avantage. C'est l'endroit le plus proche des caisses pour acheter ses places, et à peine à 100 mètres. Donc on se gare tranquillement, et bien entendu, après le fast-food, on fait le plein de sucre. On s'installe dans la salle, et c'est parti, on kiffe. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille vraiment. Et en tout cas, nous, on l'a vraiment bien apprécié. Le film fini, on sort pour retourner à la voiture. C'est la dernière séance, donc vous vous doutez bien que quand on sort, il y a pas grand monde. Et vu qu'il est tard, il fait nuit noire. Le parking est tellement sombre qu'on met nos flashs de téléphone pour y voir quelque chose. Et bien sûr, on débat comme à notre habitude sur la fin du film. Et comme d'habitude, on n'est pas d'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, il a une fin un peu philosophique. Mais bref, donc, on avance dans le parking et on rentre dans la voiture. Et je démarre le moteur, les feux de route sont allumés, sinon c'est le noir total. Je fais marche arrière pour sortir de la place de parking, je repars dans le bon sens et là, mes feux éclairent une personne. Une personne avec 2 gros sacs de courses dans chaque main. Je crois que c'est une femme avec un chapeau. Elle est à 20 mètres de la voiture, juste en face de nous. Et elle ne bouge pas. Elle est entre nous et la sortie. Et on doit forcément la croiser pour rentrer chez nous. Je m'avance vers elle, tout doucement, puis je freine soudainement. Elle est à 10 mètres. J'aperçois des rides sur son visage. Elle a les cheveux noirs, très longs, quasiment jusqu'aux genoux. Et sa tête est penchée vers la gauche. Et ses yeux ont l'air de nous fixer. Elle ne bouge toujours pas. Elle commence vraiment à nous foutre les chocottes. Et j'ai l'impression que le film du ciné n'est pas terminé et qu'on vit vraiment un film d'horreur. Par réflexe, je verrouille les portes de la voiture. Quelques secondes s'écoulent et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. On ne se parle plus dans la voiture. À l'arrière, mes amis se tiennent la main sans bouger. Je refais marche arrière, je m'arrête et regarde si je ne peux pas passer ailleurs pour la contourner. À ce moment-là, on entend un cri strident et on sursaute tous. C'est la dame qui hurle de toutes ses forces et elle se met à courir vers la voiture. Là, c'est la panique totale. Je remets la première et je vais dans sa direction tout en essayant de passer le plus loin possible d'elle. Et le chemin n'est pas très large, mais je peux peut-être l'éviter d'1 mètre. J'avance en prenant un peu de vitesse. Elle continue de hurler à la mort. Mais c'est quoi son problème? Ça y est, ma voiture va la croiser, je passe juste à côté d'elle et elle frappe ma vitre avec un de ses sacs. Nous, dans la voiture, on est tous choqués. Mais je décide de continuer. C'est alors qu'elle frappe à nouveau la voiture avec son pied sur la porte arrière. Et on se met tous à crier, on est vraiment terrifiés. Je garde le pied sur la pédale et on arrive enfin au bout du parking. Dans la voiture, on ne s'arrêtait pas de crier. Waouh! C'était quoi ce délire? On a décidé de tous aller chez moi, de prendre un petit verre pour se remettre de nos émotions. De toute façon, il fallait qu'on reste ensemble car on était tous sous le choc. Encore aujourd'hui, quand on va avec Florent à la dernière séance d'un film, on a toujours une petite pensée angoissante lorsqu'on se gare. Et on se demande vraiment qui était cette femme étrange. D'ailleurs, à votre avis, c'était qui? Vous avez déjà eu, vous, des rencontres un peu comme ça? Mais je vous avoue que pour le coup, elle nous a vraiment fait peur. Et on a toujours cette interrogation sur qui était cette femme, on ne sait rien du tout.
Et maintenant, on passe à la dernière histoire et j'espère qu'elle va vous plaire. Et cette fois-ci, je vais te raconter l'histoire de Gabriel. Et crois-moi, après ça, tu vas regarder plusieurs fois derrière toi avant de rentrer chez toi. Alors c'est bientôt Noël et ça peut paraître étrange, mais les parents de Gabriel aiment bien passer les fêtes ailleurs que chez eux. Ils ont déjà fait Londres, Lisbonne, Copenhague, Berlin et dans quelques jours, ils partent à Dublin. Gabriel a une petite sœur, Alix. Souvent on dit que l'amour et la haine sont deux sentiments très proches et ils sont plutôt d'accord avec ça. Un jour ils s'adorent et un jour ils se font les pires crasses possibles. On est samedi matin, c'est un peu la panique avant de prendre l'avion, mais le voyage se passe bien et ils arrivent comme prévu. Tout le monde a faim, alors direction un fast-food avant de déposer les affaires à l'hôtel. Ils trouvent l'endroit parfait avec des hot dogs où le fromage coule à flot. Et il n'y a pas grand monde. Enfin, si. Il y a un homme assis à une dizaine de mètres de la famille Bertie. Au bout de quelques minutes, Gabriel commence à se sentir mal à l'aise. L'homme qui est en face de lui le fixe très intensément. Il ne mange même pas, ne bouge pas, et il ne fait qu'une chose, se plonger dans les yeux de Gabriel. Gabriel, il commence à rougir de malaise, mais il garde ça pour lui car c'est un peu la honte de ne pas tenir le regard d'un inconnu. Bon après, il y a des gens bizarres un peu partout, hein. Mais quel soulagement pour lui quand il est temps de reprendre la route. Une fois dans la voiture, Gabriel voit un camion sur le parking qui allume soudainement ses phares. Il regarde de la voiture le fast-food et il a l'impression que l'étrange inconnu n'est plus assis à sa place. Une montée d'angoisse l'envahit, et si c'était lui dans le camion? Bon, on se calme, il se dit qu'il a peut-être vu trop de films d'horreur ces dernières semaines, et après 10 minutes de route, le camion est toujours derrière. Mais bon, pas de quoi paniquer, c'est l'autoroute, donc plutôt normal si tout le monde se suit. Lorsqu'il arrive à l'hôtel, Gabriel voit le camion les dépasser et tourner dans la ruelle d'après. Il n'a pas pu voir s'il s'agissait de l'inconnu du restaurant. Et n'ayant pas assez d'éléments pour se mettre à paniquer, il se dit que tout va bien. Après tout, c'est les vacances. Et la méga bonne nouvelle, c'est qu'Alix dort avec les parents. Et Gabriel a sa propre chambre. Enfin, il est tranquille. Il allume la télé, se fait même couler un bain en se faisant passer pour un adulte qui est en déplacement professionnel. Dans son imaginaire, il conseille des sociétés comme Apple ou Amazon et leur fait gagner des milliards de dollars. Oui, les dollars, c'est plus sexy que les euros. Bref, il se fait tard et il est l'heure d'aller au lit. Les volets sont fermés, les lumières éteintes, mais c'est bizarre car le ventilateur ne marche pas et pourtant il y a un bruit comme un brassement d'air. Mais non, pas un brassement d'air, plutôt une respiration. Et Gabriel se concentre pour voir d'où ça vient. Oh non, ça vient de sous le lit. C'est débile, mais quand il ne dort pas chez lui, il vérifie toujours sous le lit s'il n'y a pas quelque chose. Et évidemment, la seule fois où il ne regarde pas, il y a un son étrange. Bon, il va falloir qu'il prenne son courage à deux mains et il se met à regarder d'un œil sous le matelas. Oui, un œil suffit largement. Il se remet soudainement en position allongée, le visage pâle, le regard effrayé. Il vient de voir une silhouette sous son lit. Que faire? Il est tétanisé, il essaie de reprendre ses esprits. Et l'unique solution, c'est de courir vers la chambre des parents. Et peut-être crier en même temps. Allez, à 3, il se lance. 1, 2, 3... C'est parti. Il se met à courir, se prend les pieds dans le tapis, mais il arrive à se redresser. Il ouvre la porte de la chambre des parents et les réveille paniqués. Il explique ce qu'il vient de vivre. Son père le raccompagne dans la chambre et là, plus rien sous le lit. Est-ce que Gabriel a imaginé tout ça? Il ne comprend pas, mais d'un autre côté, il est rassuré. Le père reste quand même sceptique, car Gabriel n'a pas l'habitude de prendre peur pour rien. Il ne fait jamais de scène. C'est peut-être la fatigue, le voyage a été vraiment assez long, et Gabriel se rend compte que la fenêtre de sa chambre est légèrement ouverte. Il la referme, tout en regardant dehors, et rien à signaler. Ce n'est pas un 4 étoiles, donc possible que les fenêtres ne soient pas très solides. Et tout le monde se rendort. À 2h du matin, Gabriel se réveille. Il est allongé sur le côté et il entend à nouveau une respiration. Mais cette fois, il la sent juste derrière lui. Il a envie de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il doit se retourner pour en avoir le cœur net. Et la respiration est de plus en plus forte. Ses doigts se mettent à trembler et il essaye de se dire que c'est peut-être le bruit d'une aération, de la clim qui s'est mise en route. Mais non, clairement il entend quelqu'un respirer. Et sans réfléchir, il se retourne. Face à lui, il y a un homme debout qui le regarde. Le même regard qu'au restaurant. Gabriel arrive cette fois à crier. Il hurle de toutes ses forces et se met sous sa couette. 10 secondes après, quelqu'un soulève la couette avec brutalité. Gabriel a les yeux fermés et il s'attend au pire. Il entend « Gabriel, c'est moi, c'est papa !» Et il ouvre les yeux et ouf.
c'est bien son père. Mais son père regarde ensuite par la fenêtre et il voit une silhouette courir au loin. Aucun doute, il vient de se passer quelque chose. Toute la famille se retrouve dans la chambre de Gabriel et il leur explique ce qu'il s'est passé, ce qu'il a vu, et il parle même du restaurant. Et ses parents sont alors très inquiets. Ils décident de dormir tous ensemble. Le lendemain matin, la famille Berti décide d'aller au fast-food pour poser quelques questions. Et ils retrouvent la serveuse d'hier. Elle leur dit qu'en effet, un homme assez étrange vient régulièrement depuis une semaine, s'assoit toujours à la même place et se met à regarder bizarrement les gens. Ils ont ensuite fait une déposition au commissariat. Et tu sais quoi? Ce n'était pas la seule déposition de ce genre. Une enquête était ouverte afin de retrouver cet inconnu. La famille n'a pas eu de nouvelles depuis, mais une chose est sûre, ils ont attendu quelques années avant de redonner une chambre seule pour Gabriel. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, je pense que mon enfant restera avec moi jusqu'à l'âge adulte, n'aura jamais de chambre seule. J'espère que vous avez frissonné comme il se doit avec ces 3 histoires. Mettez un pouce bleu si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos frissons. Et surtout, n'hésitez pas, parce que c'est une chaîne participative, donc à envoyer vos histoires, vos propres histoires, à cette adresse mail ou ce lien qu'on mettra juste en dessous pour que nous puissions raconter votre histoire si cela vous dit. Je vous souhaite une bonne soirée malgré les frissons. Bonne nuit.